Nous sommes ici sur le parc d'engraissement. Donc là on a un lot de porcelets qui est arrivé de l'élevage donc naisseur de tout à l'heure. Ce sont des porcelets qui sont arrivés au mois fin août. Voilà, donc ça fait un peu plus d'un mois qu'ils sont là, un mois et demi. Voilà, là ils profitent du beau temps, ils ont profité des quelques glands qui sont tombés. Donc c'est un lot qui va être engraissé pendant 8 bons mois. Au départ, on va sortir les plus gros. On enlève d'abord on va enlever les 5-6 cochons au départ, les têtes de lot qu'on appelle, les plus gros, les plus voraces, histoire que dans la hiérarchie, les autres puissent reprofiter. Et après, on va sortir sur 3 mois à la totalité des porcs à l'abattoir pour la transformation des produits. L'engraissement, ce qui se joue, ça va être la finition. C'est-à-dire que c'est une race qui est non sélectionnée, ce qui fait que le taux adipeux, le taux de gras, peut être très fort si on ne rationne pas et qu'on n'utilise pas certains types de rations et notre pourcentage dans nos aliments. Et surtout, ça se joue au départ. C'est-à-dire qu'il faut que dès le naissage et dès la truie, l'équilibre et le développement musculaire se fassent. Parce que vu que c'est une race qui fait peu de développement musculaire par rapport à des races sélectionnées standards, si on le loupe au départ en termes de croissance, qu'on n'a pas un aliment suffisamment riche et en protéines et équilibré, on ne fera jamais une croissance compensatrice comme des fois en bovin, on peut l'avoir sur certaines races bovines où on peut faire de la croissance compensatrice. Là, après, c'est que du gras. Alors d'un autre côté, moi je l'ai vécu, des fois des hivers, où on se trouve avec nous, ici on a des hivers doux, des fois il se met à geler, quelques jours il fait froid, et bien eux, pour se protéger, vu qu'ils sont dans les systèmes de cabane, hop, ils mettent 1 cm et demi de gras de plus pour se protéger. Sauf que 1,5 cm de gras plus déjà 1,5 cm, on arrive à des taux de déchets en découpe. Et le gras aujourd'hui, les gens n'en consomment pas, il faut au contraire et moins gras, alors que c'est une connerie. Donc en transformation ensuite, ces cochons donc, qui sont amenés à un abattoir qui est à 40 minutes de chez nous. Nous allons transformer principalement en salaison, saucisson, jambon, après gamme de pâté, verrine, des confits également, un peu de viande fraîche aussi à la demande. Donc pour la transformation des produits, ensuite commercialisation, on commercialise principalement dans des boutiques de producteurs. Il y a donc sur le secteur, un petit peu d'expédition. La phase clé, c'est donc la transformation. Donc là, il faut avoir les outils de proximité. Aujourd'hui, on est associé dans une conserverie collective où on fait la découpe, la transformation, les conserves, la partie petite salaison. Voilà, les jambons, c'est vraiment chez des opérateurs très spécialisés puisque ça nécessite vraiment un savoir-faire et des équipements un peu différents. Donc les jambons, on est sur des jambons de 24 mois d'affinage. C'est l'objectif que nous avons en commercialisation. Donc ça veut dire que pour vendre des jambons aujourd'hui et avoir des porcelets qui sont à l'engraissement là, ça veut dire qu'il faut en permanence de l'eau en roulement et en gros il faut une trésorerie relativement quand même conséquente. Souvent c'est un peu ça qu'on sous-estime quand on se lance dans la vente directe et en particulier en port, c'est qu'il faut un besoin de trésorerie quand même relativement élevé parce que le jambon 2 ans, ça veut dire que pendant ce temps-là j'ai de l'eau en engraissement, donc il faut de la trésorerie qui se rapproche qui est entre peut-être la viticulture et la production de fromage avec affinage long. C'est quand même, c'est pas neutre. Donc il faut vraiment bien le calculer, il ne faut pas s'enflammer. Ensuite, après la transformation, donc on a un atelier collectif qui nous permet aussi de pouvoir faire du sur-mesure. On peut aussi mettre la main à la pâte, c'est-à-dire qu'on peut y participer en tant qu'éleveur sur la mise au point des recettes, même y mettre de la main-d'œuvre, mettre sous vide, à part les gros couteaux où ça c'est nos bouchers salariés. Voilà, c'est un gros bain d'employeurs, notre conserverie et nos salariés qui fonctionnent. Et ensuite la commercialisation, en fonction de chacun de sa stratégie, il y en a qui font plutôt du frais régulier, d'autres qui font plutôt du transformé. Voilà, donc sur la transfo, donc pour finir, il y a aussi des possibilités de sous-produits qu'on est en train de réfléchir à valoriser. Voilà, donc là on a Quentin qui est pas loin. Viens mon petit lapin. Mon petit lapin. Voilà, donc Quentin, il a eu l'idée d'utiliser du saindoux, de gras de porc gascon pour faire des crèmes de main comme ça au départ. Et puis de là, est venue l'idée de faire des savons ménagers, shampoings. Et de diversifier la gamme, voilà, à partir d'un produit qui est jeté, malheureusement. Voilà, qu'on n'arrive pas forcément à valoriser.
Donc ça fait partie des différentes solutions d'avenir pour valoriser au mieux les produits. Et oui, puis en plus, c'est un produit gaspillé, Ouais, voilà. qui est un sous-produit gaspillé. Sous-produit, ouais. Qu'est-ce qu'on peut en faire aujourd'hui? Et le fait d'avoir du cosmétique ou des produits de nettoyage, ou lessive, mais c'est aussi une idée de se dire, tiens, on peut peut-être toucher les consommateurs par cette entrée-là, pas par la viande ou la charcuterie. Et puis ça peut les amener, tiens, à découvrir cette démarche, cet élevage, tiens, qu'est-ce qu'ils font, et après nous ramener des clients peut-être aussi sur, voilà, ça crée une espèce d'écosystème, un côté circulaire du truc. Par rapport à la zone AOP, on n'en a pas parlé. Ah, elle n'est pas concernée. C'est vrai que nous, notre choix, c'est que nous sommes uniquement race pure gascon certifiée au livre généalogique, et qu'ensuite on a développé plutôt un concept de marque privée. Et on est hors de la zone Noir de Bigorre, puisque Noir de Bigorre, c'est la même race que nous, c'est le port gascon race officielle. Eux, ils ont créé à l'époque, il y a 20 ans, une marque commerciale qui s'appelait Noir de Bigorre. Depuis, ils ont fait un gros travail de promotion, de valorisation de la race. Et aujourd'hui, c'est la filière Noir de Bigorre qui à peu près possède 65% des effectifs, truies, charcutiers. Et les 35% que nous sommes, indépendants, enfin nous on a à peu près un tiers de la production, les indépendants. Donc nous on est hors bassin, deux, on est plutôt des producteurs indépendants par rapport au Nord de Bigorre qui ont créé un système de coopérative. Voilà. Donc nous, quelque part, aujourd'hui, à part de respecter les normes en vigueur, biosécurité, les normes bien-être et d'être race pure ligérale, ensuite on est libre, et c'est un peu ce qu'on voulait, d'avoir un peu une liberté au niveau de l'entreprise pour pouvoir adapter notre schéma de production, notre schéma de commercialisation, etc. Voilà. Donc on est plutôt à se garder de la liberté sur la partie entreprise, voilà, et être plutôt sur marque entreprise. C'est un choix, et voilà, je suis plus à pousser là-dessus que forcément à rentrer dans aujourd'hui des signes officiels de qualité. Ok, très bien. Mais de toute manière, ce qu'a fait le Noir de Bigorre, c'est ils ont fait un boulot énorme. Aujourd'hui, c'est la locomotive sur la promotion de la race, et on est très content qu'il le soit parce qu'on est tous gagnants. Et aujourd'hui, on est quand même en race d'effectifs à 1300 truies, 1400 truies, qui fait qu'on est quand même le niveau de sauvegarde d'une race en porc, c'est 1200. Donc on est juste au-dessus de la zone de danger, ce qui veut dire aujourd'hui qu'on a encore besoin des consommateurs pour nous acheter des saucissons, du jambon, peut-être demain du savon ou autre chose, pour que nous derrière on produise plus de porcelets et donc plus de truies, pour qu'on ait plus de lignées et qu'on évite les problèmes de consanguinité, parce qu'on a des problèmes des fois de consanguinité, parce que on a des fois des rameaux un peu justes, et en gros 1400 ou 1500 truies, aujourd'hui en standard c'est 3 élevages. Est-ce que vous avez un petit message à faire passer aux Purpanais sur l'avenir de l'agriculture Et alors le message à vous faire passer, c'est un message très positif. Il faut vraiment chercher à sortir du cadre en permanence. Il faut être conservateur, pas par principe, mais par nécessité, parce que l'agriculture nécessite des cycles très longs, nécessite beaucoup d'expérience, nécessite des amortissements sur du long terme. Donc il faut être un peu, on ne peut pas changer du jour au lendemain ses productions, etc. Il y a beaucoup d'enjeux sur les volumes à produire, parce que l'agriculture reste néanmoins une activité où on s'en sort si on fait du volume. Donc qu'on fasse du volume, nous en vente directe ou pas, il faut quand même faire du volume. Il faut arriver à maîtriser techniquement. Donc en gros, c'est pas parce qu'on fait de la vente directe ou de la commercialisation qu'on ne doit pas être performant au niveau technique. Donc il faut associer la performance technique de gestion d'entreprise et la valorisation de ses produits. Il faut s'associer. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est ce que j'appelle moi le cerveau collectif. C'est-à-dire qu'il faut travailler avec des collègues, il faut s'associer, il faut créer des alliances, il faut en permanence être dans une démarche de construire avec d'autres. Parce que seul, même si on a des grosses structures, on a besoin d'être encore toujours des fois plus gros, et quand on est petit, on a besoin de partager des outils de transfo collectif, etc. Donc il y a de l'avenir, vous avez de l'avenir sur la technique, sur le commerce, sur l'entreprise agricole en tant que telle, parce que vous savez bien que les stats, il y a de moins en moins de chefs d'exploitation. Et qu'il faut quand même des gens aux manettes pour gérer les structures, parce que bon, trouver des managers il en faut, et vous en serez certains d'entre vous, des salariés plus opérationnels. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire. Je pense que pour créer aussi l'image positive vers la société et vers les consommateurs, nous par exemple ce qu'on fait là aujourd'hui, on est en train de rendre service à la filière agricole industrielle ou classique, parce que tous les contacts qu'on a avec les consommateurs viennent au cochon. Quelque part on parle élevage, on parle cochon, et on incarne
une posture d'éleveur face à des gens qui n'ont plus de lien avec le monde agricole. Parce que ce qu'il faut quand même se dire, c'est qu'en l'espace de 30-40 ans, la population française avait un petit lien agricole, il y avait un oncle, un papy, machin. Tout ça c'est fini. On a, je dirais, l'urbanisation des grandes métropoles qui aujourd'hui a un avis sur l'agriculture ou sur l'alimentation qui est souvent complètement décalé. Donc il faut que le monde agricole reparte à fond vers les consommateurs. Et pour ça, le mieux, c'est que les agriculteurs ils puissent peut-être une partie de leur production ou la totalité, chacun voit comme il veut, mais au moins d'être un peu impliqué à savoir vendre son produit parce qu'en même temps, on fait passer des messages et face à un consommateur, quand il a un producteur en face, c'est pas pareil. Donc beaucoup de choses à faire, beaucoup de perspectives. Et il va falloir surtout vraiment que vous, les jeunes, vous vous engagez aussi sur les organisations collectives aussi à trouver. C'est peut-être plus le système des vieilles coopératives de l'époque et c'est peut-être d'autres systèmes à inventer. Donc à vous de jouer, mais en tout cas, il y a de l'avenir. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cette visite, c'était très intéressant. On va laisser les cochons tranquilles dans leur parc. Voilà. Et les purpanés avec. Voilà. On va rester, on est bien ici. Ouais. Merci à vous d'être venus. Merci beaucoup, Et voilà. un grand merci.